Ma nouvelle patronne était un requin des affaires. Elle virait les gens qui prenaient des jours de congé maladie. Elle l'a dit clairement dès le premier jour. Pas de problème personnel, pas d'excuses et surtout pas d'enfants. En tant que père célibataire, j'avais du mal à joindre les deux bouts. J'étais un homme mort. J'ai passé 3 mois terrifié par cette femme. Je cachais l'existence de ma fille, juste pour pouvoir la nourrir. Mais tout a volé en éclats, le jour où je suis entré dans le bureau du directeur. J'ai vu la reine de glace milliardaire, assise en face de ma fille de 7 ans. Le réveil ne sonnait pas, il cliquetait. C'était un truc en plastique bon marché acheté en pharmacie il y a 3 ans. Et chaque matin à 4h45, on aurait dit un insecte mourant sur ma table de nuit. J'ai écrasé le bouton de répétition avec ma main. Mes jointures me faisaient mal. Mon dos me faisait mal. Je fixais la tache d'humidité sur le plafond de mon appartement. Je traçais sa forme familière et laide dans le noir. J'avais 32 ans, je tournais avec 4 heures de sommeil. Et j'étais entièrement responsable de la survie d'un autre être humain. Elle s'appelait Chloé. Elle avait 7 ans, il lui manquait ses dents de devant. Et elle dormait dans la chambre d'à côté. Elle ignorait que son père était à un salaire près de la ruine totale. Je suis sorti du lit. Le parquet froid a saisi mes pieds nus. La routine a pris le dessus. Du café, le moins cher, brûlé et amer. Ensuite, les boîtes à déjeuner. J'ai étalé du beurre de cacahuète de marque distributeur sur du pain complet. Je veillais à enlever les croûtes. Si je laissais les croûtes, elle ne le mangerait pas. Et si elle ne mangeait pas, je passerais l'après-midi à me sentir le pire père du monde. Au moment où j'ai embrassé son front et l'ai déposé à la garderie du matin de son école, le soleil commençait à peine à percer le ciel gris de Seattle. J'ai garé ma berline vieille de 10 ans dans le parking de mon immeuble de bureau. Pendant 5 ans, j'avais travaillé comme chef de projet senior pour une entreprise de logistique technologique de taille moyenne. C'était un bon travail, ennuyeux, mais sûr. Jusqu'à ce que Evelyn Cross nous rachète. Evelyn Cross ne se contentait pas d'acquérir des entreprises, elle les vidait de leur substance. C'était une milliardaire autodidacte de 40 ans. Elle était tristement célèbre dans le secteur pour avoir la chaleur d'un scalpel de chirurgien. Les blogs financiers la qualifiaient de visionnaire. Les gens qui travaillaient pour elle l'appelaient une machine. Le rachat s'est fait rapidement. Un lundi, notre ancien PDG vidait son bureau, l'air pâle et abattu. Le mercredi, Evelyn se tenait à l'avant de notre open space. Elle ne portait pas les marques de créateur tape à l'œil qu'on attend d'une milliardaire. Elle portait un tailleur anthracite sur mesure qui ressemblait à une armure. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans une attache sévère. Et ses yeux avaient la couleur du béton mouillé. « Je me fiche de comment vous faisiez les choses hier », nous a-t-elle dit. Sa voix était basse, stable et portait sans micro. Cette entreprise perd de l'argent à cause de son inefficacité. Vous êtes dans votre confort. Le confort engendre la médiocrité. À partir de maintenant, l'entreprise attend votre attention la plus totale. Si vous avez des activités annexes, abandonnez-les. Si vous avez des distractions, éliminez-les. Nous travaillons jusqu'à ce que le travail soit terminé. Si cela ne convient pas à votre style de vie, la porte est juste derrière vous. Elle ne bluffait pas. Au cours des 2 premières semaines, elle a viré 6 personnes. L'un d'eux était un type nommé Tom, de la comptabilité. J'aimais bien Tom. On se plaignait ensemble du café du distributeur. Tom a fait l'erreur de demander 2 jours de congé parce que sa femme venait d'accoucher. Evelyn l'a renvoyé sur le champ. Elle n'a pas crié. Elle l'a juste regardé. Elle lui a dit que ses priorités n'étaient plus alignées avec la trajectoire de l'entreprise. Puis elle l'a fait escorter dehors par la sécurité. Le message était parfaitement clair. Les familles étaient un handicap. Les enfants étaient une distraction. Si vous vouliez survivre à la purge, vous deviez être un fantôme en dehors de ces murs. Vous deviez lui appartenir entièrement. Cet après-midi-là, je suis retourné à mon bureau. J'ai discrètement enlevé les dessins au crayon que Chloé avait fait pour moi. Je les ai glissés dans le tiroir du bas. Je les ai enterrés sous une pile de vieux bons de commande. J'ai enlevé la photo encadrée de nous sur la jetée. Je l'ai fourrée dans ma mallette. J'ai nettoyé mon bureau de tout ce qui pouvait suggérer que j'étais un père. J'avais l'impression de la trahir. Un poids écœurant et creux s'est installé dans mon estomac. Je fixais l'espace stérile et vide où se trouvait avant le visage souriant de ma fille. Mais j'avais un prêt immobilier. J'avais l'appareil dentaire de Chloé à payer.
Je ne pouvais pas me permettre de faire le noble. La nouvelle charge de travail était écrasante. Evelyn a instauré des bilans obligatoires le soir. Mon heure de départ est passée de 17h à 18h30, puis à 19h45. J'ai commencé à beaucoup compter sur une voisine de 19 ans, Riley. Elle allait chercher Chloé à l'école et la gardait jusqu'à ce que je rentre, épuisé. La culpabilité était une chose physique. Elle pesait sur ma poitrine pendant que je rentrais en voiture dans le noir. Elle m'étouffait quand j'entrais dans l'appartement. Je trouvais Chloé déjà endormie sur le canapé. La télévision projetait une lueur bleue sur son petit visage. Je la portais jusqu'à son lit. Je murmurais des excuses dans la pièce sombre. Et je réglais mon réveil cliquetant pour 4h45. Je tenais à peine le coup. Mais au travail, j'étais un drone modèle. Je parlais en chiffres. J'acquiesçais aux exigences impitoyables d'Evelyn. Je faisais profil bas. Puis est venue la restructuration trimestrielle. Evelyn m'a convoqué dans son bureau. C'était un immense bureau d'angle vitré, surplombant l'étendue grise de la ville. Elle n'a pas levé les yeux de sa tablette quand je suis entré. « Brooks », a-t-elle dit, d'un ton neutre. « Oui, Madame Cross. Vos projections du 3e trimestre sur les comptes offshore sont solides. » Elle a enfin levé les yeux. Son regard était perçant, analytique. J'avais l'impression qu'elle comptait mes défauts. Je vous mets sur l'intégration de Vanguard. C'est une fusion de 60 millions de dollars. Elle sera effective dans 3 semaines. Mon cœur battait la chamade. L'intégration de Vanguard était le plus gros projet de l'immeuble. Cela signifiait un bonus énorme. Cela signifie aussi des semaines de 80 heures. Evelyn a continué, lisant parfaitement mon hésitation. Week-ends inclus, nuit tardive, concentration totale. Je ne veux pas entendre parler de vos trajets, de votre vie personnelle ou de votre fatigue. Pouvez-vous le gérer ou dois-je le donner à quelqu'un qui veut vraiment réussir? J'ai pensé au basket usé de Chloé. J'ai pensé au loyer qui augmentait. J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge. Je peux le gérer. Bien. Elle a baissé les yeux sur son écran. Ne me décevez pas. Je suis sorti de ce bureau de verre avec l'impression d'avoir vendu mon âme. Et le pire, c'est que je savais exactement qui allait en payer le prix. La première semaine de l'intégration Vanguard a failli me briser. La deuxième semaine a brisé Chloé. C'était une enfant intelligente, résiliente et vive. Mais elle n'avait que 7 ans. Elle ne comprenait pas les fusions d'entreprises ou les chaînes logistiques. Elle comprenait juste que son père, qui faisait des grimaces le samedi matin devant des pancakes, était soudainement un fantôme hantant son propre appartement. Je partais avant qu'elle ne se réveille. Et je rentrais bien après qu'elle se soit endormie. Riley, la voisine adolescente, l'élevait pour ainsi dire. « Elle était calme aujourd'hui, Monsieur Brooks », m'a dit Riley un jeudi soir. J'étais sur le pas de la porte, ma cravate défaite, une boîte de pizza froide à la main. Riley se sentait mal à l'aise près de la porte. Elle n'a pas voulu jouer. Elle a juste dessiné dans son cahier et est allée se coucher. Merci Riley. Tenez. Je lui ai tendu un billet de 50 $ froissé. J'essaierai de rentrer plus tôt demain. C'était un mensonge. Je le savais. Et Riley le savait. Le point de rupture est arrivé un mardi. C'était la semaine de la présentation finale de Vanguard. L'atmosphère au bureau était suffocante. Evelyn arpentait les couloirs comme un prédateur en cage. Ses yeux perçants repéraient chaque faute de frappe, chaque moment d'inattention. Nous avions une réunion de bilan de 4h à 13h. C'était le moment décisif. Si la présentation n'était pas parfaite, elle nous démolirait. À 12h40, j'étais à mon bureau. Je revérifiais frénétiquement les feuilles de calcul du budget quand mon portable a vibré. J'ai jeté un œil à l'écran. École primaire Lincoln. Mon estomac s'est noué. L'école n'appelait jamais, sauf en cas d'urgence. Mon pouce a hésité sur le bouton « Ignorer ». Evelyn est passée devant mon bureau. Ses talons claquaient agressivement sur la moquette fine. « Ne réponds pas. Laisse-le aller sur la messagerie vocale. Tu pourras écouter après la réunion. » Le téléphone continuait de vibrer. Il vibrait violemment contre le plaquage bon marché du bureau. Je l'ai attrapé et je me suis caché sous mon bureau, chuchotant durement. « Allô, Monsieur Brooks ?» C'était Monsieur Harrison, le directeur. Sa voix était exaspérée. « J'ai besoin que vous veniez à l'école. »« Je ne peux pas maintenant, Monsieur Harrison. Je suis à quelques minutes de la réunion la plus importante de ma vie. Est-ce qu'elle est blessée? » Elle n'est pas blessée physiquement, mais elle s'est enfermée dans le placard à fourniture. J'ai cligné des yeux dans l'espace sombre sous mon bureau. Elle a fait quoi? Elle a refusé de participer au projet d'art de la classe.
Elle a jeté une boîte de feutre sur un autre élève, puis s'est précipitée dans le placard. Elle ne veut pas sortir. Elle pleure à chaudes larmes et vous réclame en hurlant. Nous ne pouvons pas la laisser là-dedans, Caleb. Vous devez venir chercher votre fille. Ma poitrine s'est serrée. Chloé n'était pas violente. Elle était douce. Elle aimait l'art. Elle aimait ses amis. La pression que je ressentais, la négligence dont elle souffrait, tout avait finalement explosé. J'arrive. J'ai raccroché. Je me suis relevé de sous le bureau. Le bureau était silencieux. Les gens prenaient leurs ordinateurs portables. Ils se dirigeaient vers la salle de réunion principale pour le bilan de Vanguard. Je suis resté là, paralysé. Si j'entrais dans cette salle de réunion, j'abandonnais ma petite fille dans un placard sombre. Si je sortais par la porte d'entrée, je jetais ma carrière par la fenêtre, ma sécurité financière et l'avenir de ma fille. Le choix n'aurait pas dû être difficile, mais la peur fait de nous tous des lâches. J'ai attrapé mon manteau. J'étais à mi-chemin de l'ascenseur quand une voix a fendu le silence comme un fouet. Brooks. Je me suis figé. Je me suis retourné lentement. Evelyn Cross se tenait à l'entrée de la salle de réunion. Le reste de l'équipe était déjà assis à l'intérieur. Ils nous regardaient à travers les murs de verre. Evelyn tenait un dossier élégant dans ses mains. Son visage était un masque illisible d'autorité froide. « Où allez-vous » a-t-elle demandé. Le volume était bas, mais sa voix portait parfaitement. « J'ai une urgence familiale, Madame Cross. » Je détestais la façon dont ma voix tremblait. « Je dois partir. » Le silence dans le bureau était assourdissant. Personne ne respirait. Evelyn a incliné la tête d'une fraction de millimètre. L'intégration de Vanguard commence dans exactement 8 minutes. Vous êtes l'analyste principal sur ce projet. Si vous n'êtes pas dans cette salle pour me présenter les projections du 4e trimestre, toute la présentation s'effondre. J'ai laissé les fichiers sur le lecteur partagé. Ai-je balbutié, le cœur battant à tout rompre. L'équipe peut les lire. Je ne paye pas l'équipe pour lire des fichiers. Je vous paye pour les présenter, a-t-elle interrompu, en faisant un pas lent en avant. Je vous l'ai dit le premier jour, Brooks. Pas de distraction, pas d'excuses. Nous sommes sur la ligne d'arrivée. Ne gâchez pas tout. Elle ne menaçait pas seulement mon travail. Elle m'offrait un dernier test de loyauté. Choisir la machine ou mourir. Je l'ai regardé. J'ai regardé le tailleur sur mesure, les yeux froids, le manque total d'humanité. J'ai pensé à Tom de la comptabilité. J'ai pensé à mon bureau vide. Et puis j'ai pensé à Chloé, assise dans un placard sombre, pleurant un père qui n'était jamais là. La peur s'est évaporée. Elle a été remplacée par une chaleur soudaine et intense. J'ai redressé les épaules. « Verrez-moi alors », ai-je dit. Les yeux d'Evelyn se sont plissés. « Ma fille a besoin de moi », ai-je dit. Ma voix était enfin stable, résonnant dans le bureau silencieux. Elle a 7 ans, et elle est terrifiée, et je vais la retrouver. Vous pouvez garder le bonus. Vous pouvez garder le travail. Je démissionne. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai tourné les talons, appuyé sur le bouton de l'ascenseur, et je suis entré. Alors que la porte se fermait, j'ai vu Evelyn me regarder, son expression complètement figée. Le trajet jusqu'à l'école a été flou. La pluie avait commencé, brouillant le pare-brise de ma vieille berline. Mes mains serraient si fort le volant que mes jointures étaient blanches. J'étais au chômage. J'étais fauché. Je venais de s'aborder ma carrière devant une milliardaire qui pouvait probablement me mettre sur liste noire dans tout le secteur. Mais je m'en fichais. La seule chose qui comptait était d'arriver à cette école. J'ai garé la voiture en catastrophe dans la zone de livraison. J'ai ignoré la pluie qui trempait ma chemise pendant que je courais vers l'entrée principale. J'ai fait irruption par les doubles portes de l'école Lincoln. L'odeur de cire et de pommes de terre rissolées m'a frappé les narines. J'ai couru dans le couloir éclairé au néon, me dirigeant droit vers le bureau principal. Ma respiration était saccadée. J'ai poussé la porte de l'accueil du directeur, complètement essoufflé. « Monsieur Harrison !» ai-je haleté. « Où est-elle? Est-ce qu'elle va bien ?» Monsieur Harrison se tenait derrière son bureau. Il avait l'air complètement déconcerté, pâle et légèrement terrifié. Il a pointé un doigt tremblant vers la porte de son bureau privé. « Elle est sortie du placard », a-t-il balbutié. « Elle est là-dedans, mais Caleb, je n'ai pas attendu qu'il finisse. J'ai ouvert la porte de son bureau. Chloé, je me suis figé sur le seuil. Chloé ne pleurait pas. Elle était assise dans un grand fauteuil en cuir. Ses jambes pendaient dans le vide.
Elle mangeait un donut glacé à la rose. Elle assise dans le fauteuil en face d'elle, portant son imposant tailleur anthracite, se trouvait Evelyn Cross. Elle tenait une boîte à moitié vide de pâtisserie d'une boulangerie de luxe du centre-ville. Je suis resté figé sur le seuil, les poumons en feu après ma course dans le couloir. La pluie dégoulinait de mes cheveux, trempant le col de ma chemise bon marché. J'ai cligné des yeux, certain que le stress avait finalement provoqué une crise psychotique. Evelyn Cross n'avait rien à faire dans une école primaire publique. Sa place était dans des tours de verre et des salles de réunion en cuir. Pourtant, elle était là, assise sur une chaise usée, dans le bureau du directeur Harrison. Une boîte de pâtisserie rose reposait sur ses genoux. Chloé a pris une énorme bouchée d'un donut glacé à la fraise. Du glaçage rose maculait sa joue. Elle mâchait joyeusement, en balançant ses jambes. « Salut, papa. » Chloé ai-je soufflé, en entrant dans la pièce. Je suis tombé à genoux devant sa chaise, saisissant ses petites épaules. J'ai scruté son visage, ses bras, cherchant le traumatisme qu'il avait envoyé se cacher dans un placard sombre. « Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Monsieur Harrison a dit que tu hurlais. » J'étais en colère, a-t-elle dit simplement, en levant son donut à moitié mangé. Mais après, la dame chic a apporté des gâteaux. J'ai levé les yeux vers la dame chic. Evelyn nous observait avec le même regard analytique qu'elle utilisait pour disséquer les résultats trimestriels. Elle n'avait pas pris la peine d'enlever sa veste de tailleur anthracite. Elle avait l'air impeccable, complètement déplacée au milieu des tableaux en liège et des affiches de motivation de M. Harrison. « Comment êtes-vous arrivé ici ?» ai-je demandé, la voix rauque. « Je vous ai laissé au bureau. Vous avez pris les escaliers? J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au parking, » a répondu Evelyn calmement. « Et mon chauffeur ne respecte pas les limitations de vitesse. Je suis arrivé 4 minutes avant vous. Je me suis levé, mon instinct protecteur en alerte. Je me suis interposé entre elle et ma fille. « Pourquoi êtes-vous venu ici? Pour regarder personnellement la sécurité me traîner hors du bâtiment? Vous vouliez me virer devant ma fille. » Monsieur Brooks, intervint nerveusement le directeur Harrison depuis son coin. Madame Cross a été d'une grande aide. Elle a convaincu Chloé de sortir du placard. Je l'ai ignoré, mes yeux rivés sur Evelyn. Répondez à la question. Qu'est-ce que vous faites près de ma fille? Evelyn a fermé la boîte de pâtisserie et l'a posée précisément sur le bord du bureau du directeur. Elle n'a pas bronché face à ma colère. Quand vous avez quitté ce bureau, Brooks, vous avez fait quelque chose que personne n'a fait en 10 ans de direction d'entreprise. Vous avez choisi une conséquence très réelle et très laide, plutôt que mon approbation. Elle s'est levée. Même sans talons, elle aurait eu une taille imposante. Avec eux, elle m'a regardé droit dans les yeux. J'ai passé le dernier mois à tester chaque personne à votre étage, a-t-elle continué, la voix basse. J'ai poussé, j'ai pressé et j'ai exigé l'impossible. Savez-vous ce qu'ils ont tous fait? Ils ont menti. Ils ont caché leur vie. Ils ont prétendu ne pas avoir de parents malades, de nouveau-nés ou de conjoints épuisés. Ils sont devenus exactement ce que je leur avais dit d'être, des machines. Et je méprise les machines. Je la fixais, complètement décontenancé. Vous avez viré Tom parce qu'il a pris 2 jours pour son enfant. J'ai viré Tom parce que quand je lui ai demandé pourquoi il avait besoin de ce temps, il a paniqué et a menti sur une urgence dentaire, a-t-elle contré instantanément. Il n'a pas eu le courage de me dire que sa femme était en train d'accoucher avant que la sécurité ne lui tende son carton. Si un homme ne se bat pas pour sa propre famille, il ne se battra certainement pas pour mon entreprise quand le marché se retournera. J'ai ressenti un soudain vertige. Donc, tout ce mois, les semaines de 80 heures, les menaces, un test de résistance, a-t-elle dit sèchement. Une entreprise n'est aussi forte que son point de rupture. Je devais voir qui craquerait et comment. La plupart des gens craquent en silence. Ils plient. Vous n'avez pas plié, Brooks. Vous m'avez dit de garder le travail et vous êtes parti pour protéger votre fille. Evelyn a finalement regardé au-delà de moi. Ses traits durs se sont adoucis une fraction de seconde en regardant Chloé. Chloé et moi avons eu une conversation très productive en vous attendant, a dit Evelyn. Elle m'a expliqué l'avantage stratégique de s'enfermer dans un placard à fournitures pour éviter de faire un projet en papier mâché qu'elle trouvait structurellement défaillant. J'étais d'accord avec son analyse. La colle sentait le lait tourner, a ajouté Chloé depuis sa chaise. Exactement, a dit Evelyn, très sérieusement. Une défaillance du management intermédiaire.
Elle ne devrait pas avoir à travailler avec des matériaux de qualité inférieure. J'ai passé une main sur mon visage, essuyant la sueur froide et la pluie. La colère s'estompait, laissant place à une profonde et douloureuse fatigue. Je ne comprends pas. Vous me virez ou non? Evelyn a pris son sac à main en cuir. La réunion Vanguard a commencé il y a 12 minutes. Le client est actuellement diverti par votre chef de projet, qui franchement a le charisme d'un carton mouillé. Je lui donne encore 20 minutes avant que le client ne parte. Je ne retourne pas au bureau, ai-je dit fermement, en prenant la main collante de Chloé. Je me fiche du test. J'emmène ma fille à la maison. Je sais, a dit Evelyn. Elle est passée devant moi, s'arrêtant la main sur la poignée de la porte. Prenez votre journée de demain, entièrement payée. Emmenez-la au cinéma. Dormez. Jeudi, vous serez de retour à votre bureau à 9 heures. Pas 7 heures, pas 4h45. Vous ferez une journée normale de 8 heures. Si vous devez partir pour aller la chercher, vous partez. Mais quand vous êtes dans mon bâtiment, j'attends le même niveau de défi et de compétence que vous m'avez montré aujourd'hui. Elle a ouvert la porte, le bruit du couloir de l'école se déversant dans le bureau silencieux. Madame Cross, ai-je appelé avant qu'elle ne puisse sortir. Elle s'est arrêtée, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Pourquoi avoir apporté les donuts? Ai-je demandé. Un fantôme de sourire a touché le coin de sa bouche. Les négociations d'otages se passent toujours mieux avec du sucre, Brooks. À jeudi. Le trajet du retour fut silencieux. La pluie s'était transformée en un tambourinement régulier et rythmé sur le toit de la voiture. Chloé était assise sur la banquette arrière, complètement absorbée à retirer les vermicelles restants de son deuxième donut. Je n'arrêtais pas de regarder dans le rétroviseur, m'attendant à moitié à voir la berline noire d'Evelyn nous suivre. Mais la route était vide. L'adrénaline qui m'avait propulsé hors du bureau et à travers les portes de l'école avait complètement disparu. Mes mains tremblaient légèrement sur le volant, une réaction tardive au fait d'avoir failli torpiller toute ma vie. Quand nous sommes rentrés à l'appartement, il semblait différent. Depuis un mois, cet endroit n'était qu'un motel bon marché où je dormais. Maintenant, en regardant le parquet usé et la pile de courriers sur le comptoir, il ressemblait à un sanctuaire. J'avais failli tout perdre aujourd'hui. « Papa !» Chloé a tiré sur ma manche mouillée. « Tu es toujours en colère contre moi ?» Je me suis agenouillé dans l'entrée exiguë, ignorant le froid humide de mes vêtements. Je les serrais fort dans mes bras. Elle sentait le savon bon marché de l'école et le sucre de boulangerie de luxe. « Je n'ai jamais été en colère contre toi, ma puce, » ai-je murmuré dans ses cheveux. J'étais en colère contre moi-même. Je suis désolé de ne pas avoir été là. Je suis tellement désolé. La dame chic a dit que tu combattais un dragon au travail, a marmonné Chloé contre mon épaule. Elle a dit que tu étais en train de gagner. J'ai laissé échapper un petit rire creux. Il fallait bien qu'Evelyn Cross transforme le harcèlement d'entreprise en conte de fées. Oui, quelque chose comme ça. Allez, enlevons ces chaussures mouillées. Mercredi fut une révélation. Je n'ai pas mis de réveil. Je me suis réveillé à 8h30 au son des dessins animés du samedi matin qui résonnaient dans le salon, même si on était en pleine semaine. Nous avons fait des pancakes. Nous n'étions pas pressés. Nous sommes allés au parc et je l'ai poussé sur les balançoires jusqu'à ce que mes bras me brûlent. Pour la première fois depuis des semaines, le poids écrasant sur ma poitrine avait disparu. Mais sous le soulagement, une anxiété persistante me rongeait. Evelyn Cross était un prédateur. Les prédateurs ne laissent pas leur proie s'échapper sans contrepartie. J'ai passé la soirée de mercredi à me préparer à un bain de sang le jeudi matin. Je suis entré dans le bureau à 8h55 précise, le jeudi. L'atmosphère à l'étage était sensiblement différente. La tension suffocante était toujours là, mais elle s'était transformée en une sorte d'admiration silencieuse et bizarre. Les têtes se sont tournées quand j'ai descendu l'allée vers mon bureau. Personne ne parlait, mais tout le monde me regardait. Je suis arrivé à mon bureau. Sur mon clavier se trouvait un tout nouveau cadre argenté. À l'intérieur, il y avait un des dessins au crayon de Chloé, celui que j'avais enterré dans mon tiroir du bas 1 mois auparavant. Avant que je puisse réagir, le téléphone de mon bureau a sonné. Mon bureau. La voix d'Evelyn a claqué dans le haut-parleur. Clic. J'ai attrapé mon carnet, pris une profonde inspiration et me suis dirigé vers le bureau d'angle vitré. Je n'ai pas frappé. J'ai poussé la porte. Evelyn se tenait près de la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Seattle. Elle tenait une tasse de café. Elle s'est retournée quand la porte s'est refermée derrière moi. « Le corps Vanguard est conclu », a-t-elle dit sans préambule.
Je suis entré dans la salle de réunion 30 minutes après avoir quitté l'école. J'ai utilisé vos projections. Elles étaient impeccables. Le client a signé à 19 heures hier soir. Félicitations, ai-je dit d'un ton neutre. Je ne me suis pas assis. Je suis resté debout devant son immense bureau en acajou. Asseyez-vous, Brooks, a-t-elle ordonné, en désignant la chaise. Je l'ai tirée et je me suis assis. J'ai gardé une posture rigide. Vous avez dit que j'avais un travail. Vous n'avez pas dit de quel genre. Elle a contourné le bureau et s'est assise en face de moi. Pour la première fois, elle avait l'air fatiguée. L'éclairage fluorescent dur attrapait les légers cernes sous ses yeux. Mon père était contremaître dans une aciérie, a-t-elle dit doucement. Ce changement soudain de sujet m'a pris au dépourvu. Il travaillait 70 heures par semaine. Il n'est jamais venu à mon récital de piano. Il a manqué tous mes anniversaires. Quand j'avais 16 ans, il a eu une crise cardiaque massive à l'usine. Il est mort avant l'arrivée de l'ambulance. Je suis resté silencieux, ne sachant pas où elle voulait en venir. L'entreprise a envoyé un jambon chez nous, a-t-elle poursuivi, son ton empreint d'une amertume vieille de plusieurs décennies. 25 ans de sa vie, et ils ont envoyé un jambon à 15 $. Ma mère a dû vendre la maison 1 mois plus tard. Elle s'est penchée en avant, posant ses coudes sur le bureau, joignant ses mains. J'ai juré que je ne serais jamais la victime d'une machine, a dit Evelyn. Alors je suis devenu la machine. J'ai construit des entreprises. J'ai brisé les gens avant qu'ils ne puissent me briser. Je méprisais la faiblesse, parce que la faiblesse vous vaut un jambon bon marché et un avis de saisie. S'occuper de son enfant n'est pas une faiblesse, ai-je dit, ma voix se durcissant. Je sais, a-t-elle répondu doucement. C'était la première fois que je l'entendais concéder un point. J'ai oublié ça. J'ai construit cet empire en m'entourant de sycophantes, des gens qui vendraient volontiers leurs propres enfants pour une option d'achat d'actions. Ils me dégoûtaient, et pourtant je continuais à en exiger plus, jusqu'à mardi. Elle a pris un épais dossier dans son tiroir et l'a fait glisser sur le bureau vers moi. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, en regardant l'étiquette. Il y avait mon nom dessus. « C'est votre nouveau contrat », a dit Evelyn sèchement. Le moment de vulnérabilité s'est refermé comme un coffre-fort. Vous n'êtes plus chef de projet senior. Vous êtes le directeur de la logistique. Cela vient avec une augmentation de salaire de 30%, des options d'achat d'actions et un bureau d'angle au bout du couloir. J'ai fixé le dossier, mon cœur battant contre mes côtes. Pourquoi? Parce que vous savez comment construire une feuille de calcul, Brooks. Mais plus important encore, vous savez quand dire à la PDG d'aller au diable, a-t-elle dit. J'ai besoin de quelqu'un dans ce bâtiment qui n'a pas peur de moi. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît le coût réel des exigences que je formule. J'ai lentement ouvert le dossier. Les chiffres sur la page étaient stupéfiants. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu. Cela signifiait plus d'anxiété pour le loyer. Cela signifiait un fonds d'études pour Chloé. Il y a des conditions, a ajouté Evelyn, en se penchant en arrière dans son fauteuil. J'ai levé les yeux. Bien sûr, il y en a. Vous partez à 17 heures, a-t-elle déclaré. Si vous vous connectez au réseau après 18 heures sans mon autorisation préalable, je déduirai de votre salaire. Vous prenez vos week-ends. Et si cet enfant s'enferme à nouveau dans un placard à fournitures, j'attends de vous que vous gériez la situation sans que j'aie à la soudoyer avec des pâtisseries. J'ai regardé la reine de glace milliardaire, la femme qui avait terrorisé ma vie pendant 1 mois. J'ai réalisé qu'elle ne réparait pas seulement ma vie. Elle essayait de réparer son propre système défaillant, en m'utilisant comme point d'ancrage. J'ai fermé le dossier. J'ai sorti un stylo de ma poche. Une condition de ma part, ai-je dit en cliquant sur le stylo. Elle a haussé un sourcil. Horacio, voyons ça. Si jamais vous me suivez à nouveau à l'école de ma fille, vous apportez assez de donuts pour toute la classe, pas seulement pour une personne. Evelyn Cross a réellement souri. Un vrai sourire sincère qui a atteint ses yeux. Marché conclu. J'ai signé le papier. Je ne suis pas sorti de ce bureau pour entrer dans un conte de fées. L'entreprise ne s'est pas soudainement transformée en un pays des merveilles utopiques où nous nous tenions la main et chantions des chansons folkloriques dans la salle de pause. Nous étions toujours un empire de la logistique. Le travail était toujours brutal, les marges étaient toujours très minces, et Evelyn Cross était toujours un requin. La différence, c'est qu'elle avait enfin un poisson pilote.
Ma transition au poste de directeur de la logistique a été immédiate et mouvementée. J'ai emménagé dans le bureau d'angle au bout du couloir du sien. J'ai eu un lourd bureau en chêne, un fauteuil en cuir qui ne détruisait pas mes lombaires, et une ligne directe avec la femme qui contrôlait le destin de 600 employés. Et je l'ai utilisé constamment. La première fois que j'ai résisté, c'était 3 semaines après ma prise de fonction. Nous coordonnions une réorientation de la chaîne d'approvisionnement dans le Midwest et un énorme blizzard avait paralysé 3 hubs majeurs. Les directeurs régionaux paniquaient. Evelyn a convoqué une réunion de stratégie d'urgence à 17h45 un vendredi. Je suis entré dans son bureau avec mon manteau et ma mallette. Elle a levé les yeux de ses écrans, ses yeux se plissant. « Où allez-vous, Brooks? Nous avons un goulot d'étranglement à Chicago. » « Chicago est enseveli sous 1 mètre de neige, » ai-je répondu, en gardant ma voix calme. Crier sur les directeurs régionaux lors d'une conférence téléphonique ne fera pas fondre la glace. Les protocoles d'urgence sont déjà activés. Ils n'ont pas besoin que nous soyons sur leur dos. Ils ont besoin de temps. Evelyn s'est levée, se penchant sur son bureau. Les vieilles tactiques d'intimidation refaisaient surface. « Si cette réorientation échoue, nous perdrons 2 millions de dollars d'ici lundi. »« Alors nous perdrons, » ai-je dit simplement. Parce que je ne vais pas garder 40 personnes enchaînées à leur bureau un vendredi soir pour regarder les radars météo. Et je rentre chez moi pour faire des tacos avec ma fille. Je vérifierai les journaux satellites à 8 heures demain matin. Le silence s'est étiré. C'était le même silence lourd et dangereux qui avait étouffé le bureau 1 mois auparavant. Elle me fixait, testant les limites de notre nouvel arrangement, attendant de voir si j'allais céder. Je n'ai pas cédé. Lentement, la tension s'est évaporée. Evelyn a expiré longuement et s'est rassise. Très bien. Mais si le hub de Detroit ne prend pas le relais d'ici demain matin, je vous tiendrai personnellement responsable. Compris, ai-je dit. Passez un bon week-end, Evelyn. Elle a juste fait un geste de la main, ses yeux déjà de retour sur ses écrans. Mais en sortant, j'ai entendu le clic sec de son téléphone de bureau alors qu'elle annulait la réunion d'urgence. En bas, dans l'open space, le soupir de soulagement collectif était presque audible. Les mois ont passé. Les saisons ont changé. L'hiver gris de Seattle a finalement cédé la place à un printemps vif et lumineux. Mon compte en banque a perdu son écho creux et terrifiant. J'ai acheté une meilleure voiture. J'ai remboursé la dette de carte de crédit qui m'étouffait depuis 3 ans. Mais le plus grand changement n'était pas financier. C'était Chloé. Elle avait retrouvé son père. Les cernes sous ses yeux se sont estompées. L'enfant calme et renfermé qui se cachait dans les placards a disparu. Elle a été remplacée par une fillette de 7 ans bruyante et curieuse, qui adorait construire des forts complexes dans notre salon et me poser des questions impossibles sur la gravité. Le véritable test de notre nouvelle réalité d'entreprise est arrivé un mardi au hasard, fin avril. J'étais en plein examen d'un audit trimestriel quand mon portable a vibré. C'était l'école primaire Lincoln. Mon cœur a eu un soubresaut de panique familier, mais quand j'ai répondu, ce n'était pas M. Harrison. C'était une voix automatisée, alertant les parents qu'une conduite d'eau principale avait éclaté. L'école fermait immédiatement. Riley était en plein partiel à l'université. Je n'avais aucune solution de rechange. Je n'ai pas paniqué. J'ai juste pris mes clés. Je suis allé voir mon assistante administrative et je lui ai dit de reporter mes appels de l'après-midi. J'ai conduit jusqu'à l'école. J'ai récupéré une Chloé très excitée et je l'ai ramenée directement à la forteresse de verre de l'entreprise. Je l'ai installée à la petite table de conférence de mon bureau avec un carnet de croquis, une nouvelle boîte de feutres et une tablette chargée de dessins animés. J'ai laissé la porte de mon bureau grande ouverte. 1 heure plus tard, j'étais plongé dans une feuille de calcul quand j'ai entendu le claquement sec et reconnaissable des talons d'Evelyn résonner dans le couloir. Elle s'est arrêtée à ma porte. Elle portait un tailleur blanc immaculé aujourd'hui, ressemblant en tout point à la milliardaire impitoyable que les magazines financiers dépeignaient. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis ses yeux sont tombés sur la petite fille allongée sur le ventre sur ma moquette coûteuse, coloriant agressivement un dessin de dragon. « Brooks » a dit Evelyn, sa voix sèche. « Je vois que nous gérons une garderie maintenant. » Chloé a levé la tête. Ses yeux se sont écarquillés. C'est la dame chic. « Bonjour, Chloé » a dit Evelyn en entrant dans le bureau. Elle ne lui parlait pas avec condescendance. Elle n'a jamais utilisé cette voix aiguë et fausse
que les adultes utilisent avec les enfants. Elle s'est adressée à ma fille comme à une dignitaire en visite. J'ai entendu dire que votre école a subi une défaillance structurelle. Un tuyau a explosé dans la cafétéria, a rapporté Chloé solennellement. Il y avait de l'eau sale partout, ça sentait les ordures. Evelyn a hoché la tête, très sérieuse. Mauvais entretien des infrastructures. Une défaillance classique de la budgétisation du secteur public. Qu'est-ce que tu dessines? Un dragon qui brûle un château, a dit Chloé, en brandissant le papier. C'était un désordre chaotique de gribouillis rouges et oranges. Evelyn l'a étudié pendant un long moment. La répartition du feu est très efficace. Le château n'a aucune chance. Bon travail. Elle a levé les yeux vers moi. Les chiffres de l'audit sur votre bureau pour 3 heures. Faites 104, a répondu Evelyn. Vous avez une invitée. Assurez-vous qu'elle ait quelque chose de la cafétéria qui ne sente pas les ordures. Elle s'est retournée et est sortie. Je l'ai regardée partir, puis j'ai baissé les yeux sur ma fille, qui retournait joyeusement à son dessin. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, écoutant le faible bourdonnement du bureau. C'était une machine. Ce serait toujours une machine. Mais pour la première fois de ma vie, je n'étais pas juste un rouage attendant d'être broyé. J'avais ma main sur le levier. J'ai pris mon stylo, j'ai souri au dragon en crayon sur le sol, et je me suis remis au travail. Cette histoire vous a-t-elle touché? Nous portons tous une armure pour survivre au quotidien. Mais parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de l'enlever pour les personnes qui comptent vraiment. Si l'histoire de Caleb et Evelyn a retenu votre attention aujourd'hui, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Nous vous proposons des histoires profondes et ancrées comme celle-ci chaque semaine. Activez la cloche de notification et laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà eu un patron qui vous a complètement surpris? À la prochaine.